Nouveau rendez-vous de votre mission Zone Rouge, plateau des vérités. Nous sommes très heureux, mesdames et messieurs, de vous savoir assez nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre ce tout nouveau numéro de votre émission Zone Rouge. Pour ce nouveau numéro, pour ce énième numéro de votre émission, nous sommes très heureux de recevoir quelqu'un qui joint à la fois le journalisme, mais aussi un travail assez exceptionnel. Et nous avons pris cette audace de le dénommer l'ange des opprimés. Pourquoi nous l'appelons l'ange des opprimés? Parce que ces actions sociales et humanitaires font écho au point de toucher plusieurs sensibilités, au point de traverser les frontières de notre pays et atteindre d'autres pays dans le monde. Il s'appelle Steve Mbouyi, à qui je dis bonjour, bienvenue. Bonjour Alain, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Steve Mbouyi, du journalisme à l'ange des opprimés, comment avez-vous d'abord mélangé ces deux activités qui sont peut-être différentes en termes d'approche? Bon, généralement quand on me pose cette question, j'ai toujours dit que en fait, elle ne se dissocie pas parce que le journalisme, c'est ma profession. J'ai été à l'université, j'ai fait l'IFASIC, donc c'est ce à quoi j'ai été destiné d'un point de vue professionnel. Donc voilà. Mais alors, le côté humanisme, je l'ai toujours dit, être humanitaire, œuvrer dans des œuvres caritatives, n'est pas à caricaturer comme étant une profession, mais c'est plutôt un élan de cœur, parce que vous savez que nous sommes des humains, nous sommes appelés à vivre en société, nous sommes appelés à vivre ensemble, et donc autour de nous, surtout dans le contexte congolais de notre pays, autour de nous on verra alors, je vais le dire comme ça, on va avoir des riches, on va avoir des pauvres, exactement, ensemble. Mais quand on est pris d'humanisme, quand on est pris, on est pris, parce que moi j'ai toujours dit, le premier critère pour œuvrer dans l'humanisme, c'est plutôt la compassion. Ce n'est pas la pitié, parce que la compassion diffère de la pitié. Okay. Donc c'est être beaucoup plus pris de compassion. Et donc pour œuvrer dans l'humanitaire, pour œuvrer dans les œuvres caritatives, on n'a pas forcément besoin d'être journaliste, d'être forcément avocat. Non, c'est toute personne est prise d'une sensibilité de compassion. On pourrait parler d'une vocation naturelle. Voilà, je voulais dire comme ça, c'est une vocation naturelle, hein, c'est une vocation naturelle qui se trouve en chacun de nous, mais c'est à chacun maintenant de le découvrir et de l'exercer à différents échelons. Certains le font, peut-être ne font pas de bruit, certains le font peut-être seulement avec leurs membres de famille, peut-être certains le font peut-être un peu avec un public un peu plus large, ça dépend. Donc comment je joins les deux? Ben, écoutez, le journaliste c'est ma profession, l'humanitaire c'est quelque chose d'inné en moi, qui est né un jour. Très bien. Parlez un tout petit peu de votre carrière de journaliste parce que vous y travaillez, vous y êtes toujours. Steve Mbouyi est-il un bon journaliste? Oh, on se jette très difficilement des fleurs, hein? Mais sans fausse modestie, je me dirais oui. Je dirais oui parce que, écoutez, affirmer qu'on a un bon journalisme, ce n'est pas de l'orgueil. Il faut savoir s'accepter soi-même. Parce que moi, je pense que également, l'une des choses qui fasse à ce qu'aujourd'hui on réussit, que ce soit dans sa carrière professionnelle ou dans tout autre domaine, c'est de se connaître soi. C'est de connaître ses limites, de connaître ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et lorsqu'on reconnaît ce qu'on sait et qu'on peut faire, alors là, on se dit, c'est que je fais cette chose bien. Est-ce que je suis un bon journaliste? Je dirais oui. Oui, pourquoi? Parce que je me connais moi-même. Je me connais moi-même. Ça va faire 12 ans que je suis dans la profession. Et je regarde mon parcours, d'où est-ce que j'ai commencé, où je suis et ma vision des choses. Je regarde aujourd'hui ce que j'ai pu faire. J'ai eu la grâce de participer, alors de manière active, hein, à différents échelons des échéances électorales au niveau du pays où j'ai travaillé dans plusieurs domaines, dans des faits de société, dans des faits environnementaux et autres. Et lorsque je regarde ma carrière, comment est-ce que j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui, je peux me dire que je me suis perfectionné, que ce soit en écriture, que ce soit en traitement de l'information. Et aujourd'hui, entre autres, c'est vrai que je suis dans un média, mais aujourd'hui, je fais également de la consultance pour plusieurs autres médias. On va, on coach l'équipe de rédaction, on aide par-ci, par-là. Donc, sans fausse modestie, je dirais que oui, je suis un bon journaliste. Maintenant, vous êtes Congolais, des pères et des mères, peut-être.
Je m'appelle Moulumba Steve Grégoire. Très bien, merci pour le détail. Steve Mouy, vous êtes Congolais, vous vivez dans un pays victime d'agression dans sa partie orientale. Vous, en tant que Congolais, là je ne vous pose pas la question en tant que journaliste, vous en tant que Congolais, comment analysez-vous ce que le pays subit actuellement dans sa partie Est et qu'est-ce que vous proposez comme solution à la guerre que nous subissons dans la partie orientale? Alors, c'est déjà une injustice qu'on est en train de vivre dans notre pays. Mais comme je l'ai toujours dit, peut-être que cette guerre, entre guillemets, je le mets vraiment entre guillemets, peut-être que cette guerre ne s'arrêtera jamais. Pourquoi? Parce que la RDC aujourd'hui fait être l'objet de convoitises de beaucoup de pays à cause de ceux qui se retrouvent dans notre sous-sol. Ceux qui se retrouvent dans notre sous-sol, ce n'est pas un Congolais, ce n'est pas un Américain, ce n'est pas un Français qui s'est dit un jour, ben, je vais prendre des diamants, je vais prendre du cobalt, que je vais le mettre à l'intérieur. Donc, ce que nous avons comme richesse naturelle, elle est innée. Elle nous a été donnée par le Seigneur, elle nous a été donnée par Dieu. Ce qui fait que tant que ces richesses se trouveront sous notre sous-sol, nous serons toujours la cible des multinationales, nous serons toujours la cible des firmes internationales qui ne vont jamais s'arrêter à être en même temps les pyromanes, mais en même temps ce qui viennent, les sapeurs-pompiers. Donc, c'est une guerre injuste. Donc, ce qui fait que, comme je le disais tout à l'heure, tant que cette richesse se trouvera sous notre sous-sol, nous allons toujours être l'objet de ces guerres. Encore que aujourd'hui, avec l'évolution du numérique, de la TNT, aujourd'hui, avec l'évolution de la modernité, on a encore beaucoup plus besoin de ces matières qui se retrouvent sous notre sol congolais. Ce qui veut dire que la guerre prend d'autres enchères. Elle prend d'autres allures, elle prend d'autres angles, ce qui fait que nous serons toujours leur cible. Mais alors, face à cela, qu'est-ce qu'on est... vous m'avez posé la question, quelle est la solution? Alors, bien sûr. Là, je prêche pour ma propre chapelle, ça n'engage que moi. Moi, je suis partisan du fait qu'aujourd'hui, ces richesses qui se retrouvent sous notre sous-sol doivent être partagées avec le monde. Pourquoi? On dit en environnement que la RDC est un pays solution par rapport au réchauffement climatique. La RDC est un pays solution. Mais la RDC, d'un point de vue environnemental, n'est pas qu'un pays solution par rapport au réchauffement climatique, mais même aujourd'hui, par rapport à l'évolution du numérique, de la technologie et autres. Parce que ces matières qui se retrouvent sous notre sous-sol doivent servir aujourd'hui à l'évolution du monde. Pour ne pas dire de l'international, mais du monde. Je pèse mes mots. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ça n'engage que moi, je le disais, je prêche pour ma propre chapelle, que nous devrons arriver à un état où nous sommes les États-Unis d'Afrique. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a fait cette grâce d'avoir ces richesses. Nous devons les partager. Mais c'est maintenant à nous, à nos dirigeants, d'avoir cette sagesse, cette intelligence, ces stratégies, de faire en sorte que ces richesses soient partagées, mais dans un contrat, dans un partenariat win-win, avec comme priorité les intérêts du peuple congolais d'abord, avec comme priorité le bien-être de la maraîchère, de cette femme boulangère. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est que on devrait parvenir à réfléchir sur des clauses qui feront en sorte qu'on partagerait notre richesse, mais dans un contrat win-win et dans une stratégie où le premier bénéficiaire serait d'abord le peuple congolais. D'après Steve Mboui, 30 ans durant, la RDC est victime des atrocités dans sa partie orientale, justement parce que les richesses ne sont pas partagées avec les pays frontaliers. Elles ne sont pas partagées, elles sont volées. Bon, je vais le dire, elles ne sont pas alors partagées, je voudrais dire oui, mais de manière illégale, de manière inégale aussi, parce que alors je vais essayer d'être assez modéré sur le mot. Oui, c'est-à-dire que nos richesses sont partagées à un certain niveau, mais comme je l'ai dit, de manière illégale et de manière inégale. Et c'est sur ça justement que nous devons rebondir, que les dirigeants doivent rebondir pour pouvoir mettre des clauses pas secrètes, mais des clauses publiques connues de tous et de tous, n'est-ce pas, pour que ces richesses soient partagées, mais comme je le disais tantôt, dans un partenariat win-win, où le premier bénéficiaire serait la femme maraîchère, serait le boulanger, serait ce jeune qui cire les chaussures. Vous voyez, donc pour moi, tout devrait tourner, après il y a beaucoup de ramifications, mais tout devrait tourner autour de cela.
Je vais vous montrer l'image d'une personne. On va nous projeter l'image de cette personnalité. C'est une grande personnalité dans notre pays. Justement, vous le connaissez assez bien. Ouais. Il est là. Un conseil que vous pouvez lui donner en tant que président de la République, lui qui gère ce pays dans ces contextes de guerre. Quel conseil Steve Mbouyi peut donner aujourd'hui à Félix Tshisekedi? Alors, il y en a 1000, mais je donnerai 2. Oui. Le premier que je donnerai au chef de l'État en tant que le numéro 1, comme on le dit, de notre pays, c'est d'être assis sur ses convictions. Je pense que c'est un homme intelligent. C'est un homme qui a une vision pour le Congo. C'est un homme qui a des perspectives pour le Congo. Seulement, quand je dis qu'il faut qu'il s'assied sur ses convictions, c'est-à-dire que pour moi, le chef de l'État doit davantage apprendre à s'écouter lui-même et autour de lui écouter, je précise bien, les bons, les vrais et les consensueux conseillers autour de lui. Ok. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, écoutez, en homme de foi, puisque lui-même c'est un homme de foi, c'est d'agir comme, davantage, comme, pas, je vais être précis, d'agir comme un enfant de Dieu. On l'a vu, il est fidèle d'une église. Moi, je dis, c'est d'agir comme un véritable enfant de Dieu davantage. C'est-à-dire comme un véritable enfant de Dieu. Comment est-ce qu'un véritable enfant de Dieu agit? Il agit sur la base de notre constitution spirituelle. Et la constitution spirituelle, c'est quoi? C'est la Bible. La Bible. Ça veut dire faire ce que la Bible nous recommande. Même les constitutions du monde, du moins pour les pays qui reconnaissent le Seigneur, sont fondées sur la Bible. Exactement. Et donc, le deuxième conseil, c'est que moi, je dirais, c'est vraiment d'agir comme un enfant de Dieu. Au-delà des lois et toute autre chose, je pense certaines qui ne pêchent pas contre la Bible, mais vraiment d'agir comme un enfant de Dieu au regard de ce que le Seigneur lui a demandé de faire depuis qu'il a été à la tête de ce pays. Le plus grand défaut de Félix Tshisekedi. Le plus grand défaut de Félix Tshisekedi. Quand ça vient des journalistes, parfois on pense à autrement. Écoutez, moi je pense que je ne sais pas si je parlerai en termes de défaut. Oui, je ne sais pas si ce sera l'expression, mais comme j'ai dit, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le chef de l'État doit, autour de lui, apprendre à s'asseoir sur ses convictions. Ne pas toujours écouter ceux qui sont autour de lui avec des conseils mauvais. Vous savez, je l'ai toujours dit, le premier quinquennat pour moi, pour le chef de l'État, c'était un ballon d'essai. Un ballon d'essai qui a eu les résultats qu'il y a eu, chacun avec sa compréhension, chacun avec ses analyses. Pour ce deuxième mandat, moi je l'ai toujours dit, le chef de l'État devrait monter en cran par rapport à son entourage. Est-ce que vous sentez qu'il a tiré les leçons du premier mandat? Certaines, oui, certaines, peut-être qu'il est en train de tourner en rond. Non, je pense certaines ont été tirées, certaines, je pense que non. D'autres, on dira qu'il a la corde au cou. Du point de vue entourage, pensez-vous qu'il est bien entouré? Je dirais non. Ça, je veux pas aller par le dos de la cuillère. Alors le problème c'est qui? C'est qui le problème? C'est l'entourage ou c'est lui-même le chef? Alors moi je pense que le chef de l'État a bon cœur. A bon cœur dans le sens où il donne des postes à certaines personnes. Certains, c'est vraiment par rapport à la méritocratie, par rapport au job description, par rapport aux compétences et aux qualités. Mais après, on se retrouve dans des situations où il y a la confiance qui est perdue, où il y a des trahisons qui arrivent. C'est-à-dire, écoutez, on ne connaît toujours pas le cœur d'une personne à qui on a toujours fait confiance, mais finalement, on la met quelque part et puis finalement, il y a une trahison. Je pense que c'est ce que le chef de l'État est en train de vivre. Il a un bon cœur, il a fait quelqu'un, comme je l'ai dit, qui est pris de patriotisme pour le pays. Ben, simplement, des trahisons qui arrivent aussi, comme je l'ai dit, son défaut pour moi, c'est comme je l'ai dit, trop attentif à certaines personnes à qui il ne devrait pas prêter l'oreille. Vous sentirez-vous un jour à l'aise dans la peau d'un politicien? Non. Je ne ferai jamais la politique. Non, vous savez, d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Lorsqu'il est arrivé en alors je crois que c'est en 2017,
Oui, c'était en 2017. D'un point de vue professionnel, j'avais dû quitter quelque part. Et puis, tout le monde était convaincu que j'allais faire la politique parce que j'ai même été contacté par des grands partis politiques pour adhérer, pour vraiment, c'était à la veille des élections, pour vraiment me lancer dans la politique. Alors, j'ai eu le temps de faire deux choses. D'observer, me connaissant moi-même, de regarder autour de moi, de faire des projections, pas pour une année, pour 2 ans, mais pour 10 ans, de voir ce que ça aurait donné. Et je me suis rendu compte que non, il ne fallait pas que je fasse la politique. Deuxièmement, bon, écoutez, moi j'aime le dire. Mais qu'est-ce qui vous fait peur dans la politique? Non, c'est pas question de peur. Je pense que, écoutez, c'est pas toutes les intelligences ou toutes les voix ne doivent pas forcément pour pouvoir agir, impacter dans la société, se retrouver dans la politique. Non. En fait, la vraie définition de la politique, c'est l'art de gérer. Lorsque une maman, par exemple, gère une boulangerie, lorsque un monsieur, une dame gère son champ, elle fait de la politique parce que la politique, c'est l'art de gérer. Alors, c'est vrai que ça a différents échelons parce que là, elle n'est que dans elle est caricaturée dans son champ. Mais lorsqu'on arrive dans des instances politiques, dans des instances institutionnelles, c'est un autre niveau. Moi, je ne vois pas là-dedans. Donc, j'ai regardé autour de moi. Et la deuxième chose, c'est que moi, j'aime à le dire, hein, moi, je suis enfant de Dieu, j'ai consulté le Seigneur et je n'avais pas eu la ferme conviction de me lancer dans la politique. Très bien, merci beaucoup Steve Mbouyi pour... c'était juste une parenthèse, hein, cette question politique. J'espère qu'elle ne va pas me créer des problèmes. Hein. On l'espère vraiment. Alors Steve Mbouyi, j'aimerais parler d'un concept et que vous puissiez nous aider à comprendre ce concept-là. Tosalango. Oui. D'où est venu ce concept? Pourquoi seulement ce concept? Alors, quand vous me posez cette question, ça veut dire que par ricochet, vous me posez la question comment est-ce que j'ai commencé dans l'humanitaire. Exactement. Je ne sais pas si j'ai recherché la vidéo, j'ai recherché les photos, je ne les ai pas retrouvées. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2000, même l'année, j'ai oublié, je crois peut-être 2014 ou 2015, c'est une photo qui avait été virale sur les réseaux sociaux. À Kananga, précisément. Il y avait une dame qui vendait du foufou sur la chaussée et elle avait été violentée par des agents de l'ordre, des policiers. Exactement. Et la vidéo a été virale, les gens ont partagé les mécontentements, les gens ont fustigé ce qui s'était passé. Et beaucoup de gens avaient décidé de lancer une collecte de fonds pour pouvoir aider cette femme. Moi, en fait, c'est de là que tout est parti. En fait, d'un point de vue vraiment public. Okay. Oui. Et quand j'ai vu ça, personnellement, j'ai juste fait, tout est parti d'un simple post que j'ai fait sur ma page, non, sur mon compte d'abord, Facebook, où j'ai dit, j'aimerais aider cette maman. Et à l'époque, il y avait encore, je pense, les 10 francs, hein, si je ne me trompe pas, ou peut-être pas. Mais bon, bref, j'avais demandé à ce que nous puissions récolter de l'argent pour cette dame. Je me souviens, c'était 100 francs. C'était 100 francs, hein, voilà. Et j'ai fait cette publication. Alors, j'aime le dire comme de la blague. Ça a été répondu et les gens ont commencé à me contacter pour m'envoyer de l'argent. Alors, comme je n'avais que mon seul numéro à l'époque, j'ai dû chercher un autre numéro parce qu'il y avait d'autres personnes qui demandaient comment faire pour envoyer l'argent sur d'autres numéros. Alors, pendant que moi je le faisais, Christelle Wanga, la députée nationale également, avait lancé une collecte de fonds, ce qui fait que, c'est d'ailleurs de là qu'est partie notre amitié avec la députée, et on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne va pas se fédérer ensemble. Donc nous avons fait une collecte ensemble, nous avons réuni l'argent et nous avons envoyé à la dame. Et comment est-ce qu'on a gagné en crédibilité? Je ne voudrais pas arriver un peu rapidement, sinon vous allez poser cette question. Mais le truc, en fait, c'est que tout était clair sur les réseaux sociaux. Le montant qu'on recevait par jour, on avait un point focal à Kananga qui a cherché la dame pour nous. On l'avait acheté un téléphone. On lui a envoyé l'argent qu'on avait récolté et par la suite on avait demandé, parce qu'il y avait d'autres personnes également même à l'extérieur du pays qui voulaient envoyer de l'argent. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons dit désormais nous n'allons plus récolter l'argent, même la maman a maintenant un numéro par lequel les gens pourraient eux-mêmes envoyer de l'argent. Très bien. Et tout est parti de là. Et c'est de là en fait que je m'en vais en parler. Il y a eu une succession d'aides où on a commencé à vraiment aider les gens. Pourquoi le concept Tosalango? Parce que moi, je suis parti d'un fait. Je suis tombé à maintes reprises sur les rues de Kinshasa où vous voyez quelqu'un qui est dans le besoin. Ouais. Et les gens sur la route passent, ils disent « Ah, maman au Mawa, papa au Mawa, moi au Mawa,
l'État Kaka à Sunga. Et on est à maintes reprises arrivé comme ça. Mais vraiment, le déclic, c'était une fois devant la DIAC. Un monsieur est tombé. Il était bien portant, selon les témoignages. Il est tombé. Juste quand il est tombé, les gens autour de lui n'ont pas aidé tout de suite. Moi, je passais. Je suis arrivé, j'ai fait ce que j'ai pu faire. Malheureusement, le monsieur était décédé. Et je me suis dit, les Congolais, on attend trop que les autres font. Qu'est-ce que nous devons faire? Tout ça là. N'attendons pas que X vienne faire. C'est-à-dire que lorsque vous êtes face à... Je suis parti du concept que quand je suis face à un dilemme, quand je suis face à un cas social, je ne dois pas me dire que bango bakoya ko salango te, biso to salango. Pourquoi je n'ai pas dit na salango? Parce que moi je suis partisan de l'unité. Je pense que seul sur une main, un doigt ne peut pas avoir la même énergie, la même force qu'aurait 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts. C'est comme ça que je me suis dit, Teto Salango. Tout Salango, pourquoi? Parce que n'attendons pas que les autres font. Je ne vais pas moi-même le faire, mais tout Salango ensemble, dans le sens que quand quelqu'un a besoin de manger, tout Salango. Tout Salango, un simple concept ou vraiment une structure vraiment assise? Parce que nous avons une photo qu'on va projeter ici. On aimerait savoir vraiment, est-ce que Tout Salango est devenu une organisation pour les actions sociales et humanitaires? Alors, c'est un concept, une structure qui est née, mais pour quelques petites raisons, la structure existe toujours, mais nous sommes en train de reformer certaines choses. Nous sommes en train de reformer certaines choses en interne ou au niveau de la structure pour que la structure continue, même après nous, et que la structure devienne au-delà de ce que... certaines personnes pensaient, ou peut-être même nous-mêmes, nous pensons. Quand j'ai vu la photo, ça m'a fait du bien, parce que c'est une photo que nous avons prise d'un jeune garçon, excusez-moi, d'un cas, je vais en parler après, mais comme vous le voyez, sur les t-shirts, c'est écrit « Dieu est un papa responsable ». Parce que tout ça, Lango, c'est comme je l'ai dit, c'est d'abord... un appel auquel nous répondons, un appel à l'humanitaire, un appel au social à aider ceux qui sont dans le besoin. Tout ça, Lango, c'est beaucoup plus dans le aider les gens qui ont difficile d'accès aux soins de santé. C'est vrai, il y a les orphelins, c'est vrai, il y a les gens qui ont faim, c'est vrai, il y a. Mais vraiment, la mission, la vision première, c'est d'aider les gens qui ont difficile d'accès aux soins de santé, à se faire soigner, à se faire opérer, à se faire, par exemple, le cas ici de cette photo que nous avons pris, c'est vraiment à Bibois, où il y avait un jeune garçon qui était paralysé. Par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, parvient à se mettre assis, mais il était vraiment couché pendant des années, il ne savait plus rien faire. Pourquoi? Il y avait un problème. Il n'y avait pas d'argent. Et nous, par la grâce de Dieu, nous avons pu faire ce que nous avons fait. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il est rentré auprès de ses parents à l'intérieur du pays, mais aujourd'hui, il est assis, il a retrouvé le sourire. Donc, c'est beaucoup plus dans cette optique que nous sommes. Très bien, nous allons parler un peu de votre aspect de l'ange des opprimés en évoquant le premier cas que nous avons pu collecter à travers le monitoring que nous avons effectué sur les réseaux sociaux. On va prendre d'abord le cas de Stéphane en avril 2021. On va projeter cette image-là de Stéphane en avril 2021, un garçon de 5 ans qui souffrait de la malnutrition aiguë. Et cela a endommagé même ses yeux. Ouf, ça me fait chaud quand je vois encore Stéphane. Alors, Stéphane... De cette première image à l'autre, quelle était la procédure? Comment avez-vous d'abord obtenu cette information-là? Et qu'est-ce que vous avez mené comme démarche? Alors, Stéphane, un jour, j'étais sur les réseaux sociaux. Je suis tombé sur cette image. Je pense que quelqu'un m'avait tagué et je suis tombé sur cette image. Quand je l'ai vue, j'ai eu un pic dans mon cœur. Je me suis dit non. Comment est-ce que dans un pays où on prend un grain d'haricot et qu'on jette, qui peut pousser. Vous savez, j'ai été une fois estomaqué sur le saut de mouton au niveau de la Tchangou. J'ai vu du maïs pousser. Je me suis dit, comment dans un pays où il suffit de prendre un grain d'arachide ou un grain d'haricot, vous balancez whatever partout là où vous voulez et ce grain-là peut grandir. Comment dans un tel pays on peut retrouver de tels cas? Je me suis dit, ça c'est pas normal.
J'ai eu à mener, on avait mis, la personne qui avait publié avait mis un numéro. Ouais. J'ai contacté les responsables de l'orphelinat parce que son histoire faisait que sa maman était en Angola, bon, un peu situation, un peu des parents un peu compliqués. Alors ils se retrouvaient avec sa grand-mère ne savait plus le nourrir et donc sa grand-mère est allée le déposer dans un orphelinat. Et donc c'est cet orphelinat qui avait lancé un appel. Et il se fait que j'ai pris le numéro, j'ai contacté les responsables, je me suis présenté, je leur ai dit que j'étais Steve Mouy. À l'époque, c'était encore de manière individuelle que je le faisais. Hein. Je les ai contactés, on a discuté avec les responsables au téléphone, on s'est rencontrés avec eux. Je leur ai dit que moi, je pouvais lancer une collecte de fonds pour que nous puissions aider cet enfant-là à revivre. Parce que pour moi, entre guillemets, il était mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout de suite contacté une amie à moi qui est au niveau de l'UNICEF pour quelques conseils, quelques orientations par rapport à des centres de nutrition. Elle nous a aidés dans ce sens. Et quand j'ai publié la première photo de ce garçon, en 24 heures, j'ai récolté $3100. Waouh! En 24 heures, oui, $3100. $100. Parce que quand j'ai dit aux gens que cet enfant a besoin d'être nourri, les gens ont appelé de partout. Les gens commençaient à envoyer de l'argent. Les gens commençaient à envoyer de l'argent, envoyer de l'argent. Et il se fait que, avec les responsables, on s'est entendu, on a pris l'enfant, on l'a amené au niveau des cliniques universitaires. Quand on l'a amené au niveau des cliniques universitaires, les médecins ont fait ce qu'il fallait faire et on nous a orientés également par mon ami de l'UNICEF dans un centre, oui. Voilà, dans un centre de santé spécialisé en travaillant en collaboration avec l'UNICEF pour faire des remontants justement pour ces cas. Et figurez-vous que cette transition s'est faite en moins de 14 jours. En moins de 14 jours. En moins de 14 jours. Parce que vraiment, il souffrait d'une malnutrition aiguë. On a dû le faire parce que ce n'était pas que l'alimentaire, hein, il y avait des produits bien précis qu'il devrait prendre. Et donc, il a commencé à prendre des produits, jusqu'à ce qu'il redevienne aujourd'hui. Ce qu'il avait, malheureusement, son état avait fait, en fait, qu'il avait un problème de cécité. Donc, par la grâce de Dieu, il a été opéré, il a retrouvé sa vue normale et aujourd'hui, ça fait très longtemps que j'ai eu de ces nouvelles, mais aujourd'hui, il se porte bien. Très bien, très bien. On va prendre le prochain cas. Oui. Un cas encore très difficile. Oui. C'est le cas d'Esther. Esther, en septembre 2022, lorsque vous avez posté la vidéo, vous avez dit que Esther avait 14 ans, elle souffrait d'une tumeur au bras et qui était due à une chute anodine. À partir d'une chute, il y a eu inflammation sur son bras gauche et paf, on est parti d'une tumeur qui a pris beaucoup de temps. Il fallait vraiment une intervention. Est-ce que ces cas vous avaient vraiment affecté? Beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, sur ce cas, c'était un ami qui m'a contacté, Christine Chica. Nous avons pu faire ce que nous avons fait comme d'habitude. Hein. Nous sommes entrés en contact avec la famille. Elle a été internée au niveau de HJ. HJ, oui. Oui, elle a été internée au niveau de HJ. Malheureusement, la situation avait tellement évolué que malheureusement, elle n'a pas pu survivre parce que voilà, on peut voir juste un bras, n'est-ce pas, avec une tumeur, mais ce genre de tumeur, ça va au-delà des membres postérieurs antérieurs. Parfois, ça touche le cerveau, le cœur, tout ça. Oui. On avait pu faire ce que nous avions pu à notre niveau en collaboration avec la famille, mais malheureusement, son cas était un peu très, très avancé. Et donc, voilà. Qu'avez-vous ressenti lorsqu'on vous a appris qu'elle n'est plus? Beaucoup de peine. En fait, chaque fois, c'est comme pour tous les autres cas, j'ai vu l'image d'une jeune fille parce qu'on nous avait montré ses photos, comment est-ce qu'elle était quand elle était encore en bonne santé, mais alors une belle créature, une belle petite fille. J'ai vu un avenir s'écrouler. J'ai vu comment est-ce que le pays venait de perdre quelqu'un qui aurait pu sûrement faire parler d'elle dans un quelconque domaine. Ça, on ne le saura jamais, lequel. Mais j'ai eu beaucoup de... En fait, à chaque fois que j'ai un cas où la personne... Est-ce que vous vous êtes senti sur une phase de devoir non accompli? Vous êtes dit peut-être que dans votre posture d'ange des opprimés, vous vous dites, j'ai échoué cette fois-ci? Non,
Parce que quand le cas d'Esther est arrivé, c'est une chose sur laquelle j'avais commencé à travailler. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait des cas et que ça n'aboutissait pas, je me culpabilisais. Je me disais peut-être que je suis arrivé en retard, peut-être que j'ai mal fait les choses, peut-être. Mais à la longue des choses, avec les conseils de certaines personnes, je suis parvenu à comprendre en fait que moi, je fais ma part. Je fais ce que je peux faire à mon niveau et ça s'arrête là. Le reste, c'est Dieu qui prend en charge, c'est Dieu qui décide et nous, on fait ce qu'on fait. On a fait. Donc, avant, j'avais ce sentiment d'impuissance, mais psychologiquement, psychiquement, j'ai commencé à travailler de sorte de ne pas tomber dans la culpabilité. Quand ça ne marche pas. On va vous parler encore d'un autre cas. Parce que c'est le monitoring que nous avons effectué sur vos interventions. C'est un cas très difficile. Ouais. Nous-mêmes, lorsque nous avons appris ça, ça nous a vraiment affecté. C'est le cas de Kadi. Ouais, Kadi. Kadi, elle est décédée en 2021. Elle souffrait de problèmes d'yeux. Elle a subi la chimiothérapie. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour son cas? Y avait-il une intervention assez tardive? Les moyens n'étaient pas assez collectés pour son cas? Ou peut-être il y avait vraiment incapacité de résoudre définitivement son cas? Alors, Kadi, son cas, nous l'avons eu pendant que nous avions un autre cas à l'hôpital. Ses parents m'ont contacté parce qu'en fait, ils étaient à bout. C'était une toute petite boule qui avait commencé, qui a commencé à grandir jusqu'à devenir une tumeur. Et leur cas était au niveau des cliniques universitaires. Et ce qui devait être fait, c'est que la petite Kadi devait suivre une chimiothérapie tous les 3 mois, pendant 18 mois. Et c'était assez coûteux. Et donc les parents avaient commencé, mais après ils étaient à bout parce que ce sont vraiment des jeunes parents. Bon, je crois qu'ils ont quand même grandi. C'est pour ça qu'ils nous ont contactés. Quand ils sont venus, j'avais déjà un autre cas. Et je me suis dit, mais je vais faire comment? Est-ce qu'il faut encore aller sur les réseaux? Parce que c'est comme ça que nous travaillons sur les réseaux. Peut-être que nous allons en parler tout à l'heure. Est-ce qu'il faut que je demande encore aux gens de l'argent alors qu'on a déjà un autre cas? Je me suis dit non. Je refusais de dormir avec ce cas qui me hantait. Et donc, juste quand j'ai lancé la collecte, j'ai eu, parce que le système que nous avions fait avec le cas de Kadi, c'est que j'avais mis un système de parrainage. Comme la chimiothérapie devrait se faire tous les 3 mois, j'avais mis un système de parrainage où j'avais demandé aux gens qui acceptaient de souscrire pour pouvoir récolter la somme qu'il fallait pour pouvoir permettre à Kadi de suivre la chimiothérapie. Et il se fait que quand on l'a fait, le premier mois, il y a un monsieur qui a donné, un jeune couple qui a donné $1000 et une autre dame qui a donné $1000. C'est-à-dire que les fonds, pour son cas, on a récolté de l'argent qui a permis, d'ailleurs, même que cela puisse aider même à d'autres besoins familiaux. Elle a commencé à suivre la chimiothérapie, et malheureusement, il se fait que les parents avaient décidé de voir les choses autrement, d'une certaine manière. Et bon, moi, je n'étais pas d'accord avec cette manière de voir les choses. On essayait de discuter avec les parents, mais ils avaient décidé de faire autre chose. Et, comme donc, quoi, par exemple? Bon, écoutez, on va peut-être pas tout dire, à moins que ça puisse avoir un caractère assez confidentiel. Bon, confidentiel, oui et non. En fait, c'est que les parents avaient décidé de suivre une autre thérapie plutôt traditionnelle que de continuer ce qu'on avait dit. Et donc, moi, je n'étais pas d'accord avec. Et donc, moi, nous, dans notre cas, quand nous avons de tels cas et qu'on refuse de suivre ce que nous estimons être bon, nous nous dissocions du cas pour ne pas avoir à porter la charge. Et puis voilà, et ce n'est que des mois après que j'ai appris que la petite était décédée. Malheureusement, j'avais eu très très mal parce que voilà, c'est un cas que nous avions vraiment porté à cœur. Très bien. Nous allons parler aussi presque du même cas en ce qui concerne le problème de vue. Et il s'agit d'Etiena, qui a été prise en charge par l'ancienne ministre Namassia. Est-ce qu'il y avait une part des responsabilités auprès de vous en ce qui concerne ce cas d'Etiena? Oui, alors le cas d'Etiena, c'est un cas que nous avions eu par un des collaborateurs
des collaborateurs avec qui nous travaillons, qui avaient eu ce cas, qui est très souvent dans des œuvres caritatives aussi, pour les malentendants, les aveugles et autres. Et donc, quand nous avions lancé cet appel, à l'époque, vice-ministre de l'EPSP, elle avait répondu, elle avait donc décidé de prendre la petite en charge. Et c'est chose qui a été faite, chose qui a été faite. La petite a été, excusez-moi, opérée. Et beaucoup de compassion qu'avait manifesté aujourd'hui la sénatrice, la sénatrice Aminata, oui, beaucoup de compassion, et donc elle avait décidé de prendre ce cas en charge. Cette petite ici que vous voyez, elle joue au drum, beaucoup de talent, oui, en même temps elle chante, c'est un don au niveau de leur famille, et donc par la grâce du Seigneur, c'est l'un des cas les plus heureux que nous avons eu, qui a permis aussi aujourd'hui à ce que nous puissions voir les choses autrement dans ce que nous faisons. Très bien, nous allons parler d'avant-dernier cas. D'accord. On va parler de cas des fistons en février 2022 qui avait un problème d'anus avec l'intestin qui avait même débordé le rectum. Ah, fiston, vous savez, quand je regarde ces cas, en fait, on a tellement eu de cas que certains, on les oublie. Il fallait que je regarde bien. Oui, alors, le cas de fiston, c'est un cas où j'ai peut-être les expressions médicales, je n'arrive pas toujours à correctement les dire, mais il souffrait... en fait, il avait les intestins à l'intérieur, à l'extérieur. En fait. Donc, ce qui fait que il n'avait pas d'anus. Donc, tout ce qu'il mangeait s'encombrait au-dedans de lui. À un moment, il y avait un ballonnement. Et donc, on a dû perforer au niveau du côté, je crois, gauche. On a dû lui créer un anus. Et donc, les intestins étaient à l'extérieur. Son cas nous a été rapporté par un serviteur de Dieu que je connais personnellement, très très proche à moi, parce que son père, justement, faisait le vigile chez eux. Il était au niveau de Kalembe-Lembe. Okay. Et lorsque nous avons eu ce cas, en fait, son cas a été pris en charge d'une manière assez, je vais utiliser l'expression bizarre. Pourquoi? Parce que l'argent, la première partie de l'argent qui a servi à son traitement, devrait servir en fait pour un cas. Mais malheureusement, ce cas-là, c'était quelqu'un qui nous avait contacté sur les réseaux sociaux et c'était un faux cas, en fait, qui a voulu faire de l'arnaque. Et quand nous sommes descendus sur les lieux pour voir le pseudo-cas qu'il y avait, il n'y avait aucun cas. Il n'y avait aucun cas. Oui, parce que malheureusement, ce sont des choses les difficultés que nous rencontrons également dans ce que nous faisons. Et on avait l'argent. Ouais. Qu'est-ce qu'il fallait faire? On s'est dit, tiens, quand il a emmené ce cas, on s'est dit, on va se focaliser sur ce garçon. Et il a été opéré au niveau de l'hôpital de Kalembe sur Willery. Et aujourd'hui, ce jeune garçon peut jouer calmement. Il a retrouvé le sourire. Il vit normalement. L'anus a été rétabli. Donc, il vit et fait les selles comme tous nous le faisons normalement. Et c'est l'un des cas où vraiment, quand je regarde, je souris. Steve Mbouyi, il y a un cas que nous avons pris, mais nous avons peut-être pas eu le temps de tirer la capture. C'est le cas d'Ibrahim. D'Ibrahim, oui. C'est le cas qui, comme je dis, j'ai eu beaucoup de cas. Son cas, ça nous a pris 2 mois à l'hôpital. 2 mois à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé réellement avec Ibrahim? De quoi il souffrait? Alors, Ibrahim souffrait du même cas. C'est-à-dire qu'il vivait dans un orphelinat. Et les responsables de l'orphelinat, depuis un temps, ont cherché à pouvoir avoir des fonds pour qu'il puisse subir justement une opération chirurgicale. Il ne parvenait pas. Et donc je vais écourter les choses, et donc nous sommes tombés sur ce cas. Quand nous sommes tombés sur ce cas, nous avons été pris vraiment de compassion. Et on a fait jouer quelques relations. Et nous avons décidé donc de le prendre en charge, comme nous avons fait avec les responsables de l'orphelinat. Nous avons fait ce qu'il fallait faire pour que tout soit dûment respecté et établi. Et donc, il fallait... en fait, quand avec les responsables de l'orphelinat, ils sont passés dans un hôpital, on leur a demandé $13 000. Waouh! $13 000, somme qu'ils n'avaient pas. Et qu'est-ce que nous avons fait avec des contacts? Nous sommes parvenus à tomber dans un hôpital, un grand médecin de la place, qui a également sa propre clinique, qui avait accepté que nous puissions donner la moitié, parce que effectivement c'était ce qu'il fallait, mais il a demandé que nous puissions donner la moitié
qui n'était rien, contrairement à ce qu'il devrait faire comme travail. Et donc, le jeune garçon a été interné au sein d'un hôpital. Pendant qu'il était là, en fait, c'est un cas qui a même suscité beaucoup de réactions à travers le monde parce qu'il y avait une dame qui avait quitté le Nigeria, qui était venue pour donner son enveloppe. Et Ibrahim a subi la première opération. Seulement, lors de la première opération, les médecins se sont rendus compte que, en fait, avant que cette opération ne se fasse sous notre prise en charge, il y avait une première opération qui s'était faite parce qu'il fallait remettre, je ne vais peut-être pas dire avec les expressions médicales, techniques, mais il fallait remettre d'abord les intestins comme il fallait. Seulement, la première opération qui avait été faite avait été mal faite, ce qui fait que les intestins avaient été liés. Liés. Oui, donc c'est comme ça que ce garçon souffrait, il vivait avec des douleurs intenses chaque jour. Alors, quand les médecins se sont rendus compte que le premier travail qui avait été fait avait compliqué les choses. Donc l'opération de rétablissement de l'anus n'a pas pu être faite parce qu'il fallait d'abord commencer par arranger ce qui avait été fait. Donc ce qui fait que la première opération a été faite et il fallait qu'il subisse une deuxième opération. Entre-temps, nous avons mené des démarches auprès de l'hôpital Panzi. Le docteur Mukwege a fait donner son accord et donc nous devrions aller avec le jeune, avec Ibrahim au niveau de Bukavu pour qu'il soit pris en charge. Malheureusement, nous ne sommes pas convenus avec les responsables de l'orphelinat. Et donc, comme je vous l'ai dit, comme il y a des cas où on ne s'entend pas avec... Alors, je veux rassurer les gens, ce n'est pas d'un point de vue financier. Le problème n'était pas financier, mais juste s'accorder parce que les responsables ne voyaient pas l'enfant à Bukavu, il serait loin pour mille et une raisons. Et donc, nous avons décidé de nous dissocier de ce cas. Malheureusement, ils ne savaient plus aller à Bukavu, parce que les responsables avaient refusé. On a même voulu intenter un procès en justice, mais on a laissé. Et cet enfant, malheureusement, de l'hôpital où il est parti au niveau de Mama Yemo. C'est là, malheureusement, qu'il va décéder 3 mois après. Malheureusement, c'est 3 mois après qu'il va donc décéder. Et lorsque nous avons appris ça, en fait, nous l'avons même appris d'une manière anodine, hein, ça nous a fait beaucoup de mal. Et ça nous a fait réfléchir sur beaucoup de situations, sur la situation des orphelinats à Kin, qui est un gagne-pain pour beaucoup d'orphelinats. Beaucoup sont dans le faux. Et aussi pour certaines ONG, ça nous a fait réfléchir sur beaucoup de choses. C'est comme ça que aujourd'hui, nous travaillons autrement et nous sommes un peu plus avisés lorsque nous avons des cas qui nous viennent justement des ONG ou des orphelinats. Très bien, Steve Mbouyi, on va parler maintenant de votre relation avec les enfants de la rue. Moi, avant qu'on puisse nous projeter cette image, j'aimerais vous poser une question. Lorsque vous êtes dans votre chambre, seul, vous pensez aux enfants de la rue. Est-ce que vous vous dites que c'est une vie qu'ils méritent? Si vous étiez à la place de ces enfants de la rue, qui n'ont pas de lieu, qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas d'habits, qui n'ont pas à manger, vous vous mettez à leur place. Vous dites que si moi, Steve, j'étais à leur place, comment vous sentirez-vous? Alors, déjà, il y a quelque chose que nous devons apprendre tous à corriger. Vous savez, même quand j'en parle, j'ai beaucoup plus d'émotion parce qu'il y a l'image de beaucoup de mes amis, les enfants vivant dans la rue. Déjà, j'aimerais nous dire que l'expression enfant de la rue, en fait, a été prohibée. Mais on parle plutôt d'enfants vivant dans la rue. Okay. Parce qu'on estime que la rue n'accouche pas d'enfants. Non, on parle plutôt d'enfants vivant dans la rue. Quand je suis dans ma chambre, qu'est-ce que je pense? Je pense à repas. D'abord, première chose. Je pense à logement. Je pense aux soins de santé. Ce sont les 3 choses qui me traversent la tête. Avec une amie, on avait commencé à faire quelque chose que nous devons relancer, c'est-à-dire offrir chaque mois un repas à ces enfants vivant dans la rue. Vous savez, quand je les vois dans la rue, c'est vrai, certains sont brutaux, certains sont calmes, certains même, ce sont même eux d'ailleurs qui m'ont, il y a quelques mois encore, m'ont volé mon rétroviseur. Mais après, on ne regarde pas seulement ça, surtout quand ce sont des mineurs, vraiment des tout petits. Chaque fois que je vois ces enfants, j'ai un pic dans le cœur, je me dis, ils ne méritent pas ça. Les raisons sont variées pour lesquelles ils se retrouvent dans la rue. On échange avec beaucoup d'entre eux. Il y a des raisons où voilà, certains ont été chassés parce qu'ils ont été... On va nous projeter ces images-là. D'accord. Certains ont été accusés de sorcellerie. Oh,
certains étaient accusés de sorcellerie. Alors, ceux-là, par contre, juste une parenthèse, ceux-là, par contre, ce ne sont pas des enfants vivant dans la rue. Ils sont bénéficiaires, en fait, d'un nouveau concept que j'avais eu, dont j'ai eu la ferme conviction de commencer. En fait, tous, ce sont des vendeurs ambulants. Okay. Vous voyez, par exemple, ceux qui cirent les chaussures, ceux qui vendent, par exemple, les œufs et tout. Les œufs, là, voilà. On croit que, c'est vrai, ils sont en train de gagner de l'argent, mais ces jeunes gens, écoutez, ça fait mal d'en parler, mais ils se battent pour survivre. L'homme n'a pas été appelé à travailler pour survivre, mais pour vivre. Vous voyez. Et ces jeunes, ce sont des jeunes des vendeurs ambulants. C'était le 25 décembre de l'année passée. Ouais. Depuis un temps, en fait, le Seigneur m'avait mis à cœur de pouvoir aider les vendeurs ambulants. Donc les femmes qui vendent dans la rue et autres, on les voit, ils gagnent combien? Vous voyez. Et donc le 25 décembre, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais réuni certains d'entre eux. Ils n'étaient pas les seuls, il y avait d'autres. Ceux-là, avec ceux-là, on était au niveau de la Gombe. On les a réunis, on les a offert un repas. Et nous avons fait ça avec beaucoup d'autres. Donc, les enfants, ils vont dans la rue. Qu'est-ce que moi je me dis? Parfois, je me sens impuissant. Parfois, je suis en colère. Parce que je me dis, ces jeunes ne méritent pas cela. Écoutez, parfois, quand je discute avec certains, très souvent je fais des actions personnelles 22h, 23h, quand la ville est un peu plus calme ou dans d'autres coins, vous avez le temps de discuter avec eux. Vous vous rendez compte que ces enfants ont parfois juste besoin que quelqu'un fasse ça. Leur prêter l'oreille pour les écouter. Parce que certains enfants de la rue sont violents aujourd'hui parce que personne ne leur a jamais fait ça. C'est-à-dire leur tendre l'oreille pour écouter parce qu'ils ont des doléances, ils ont des sentiments, ils ont des visions. Ils veulent devenir des personnalités ou des personnes dans la société. Mais parfois, le problème, c'est que personne ne les a écoutés. Alors, les raisons sont multiples. C'est vrai que certains ont fait des fugues pour une raison ou pour une autre, à tort ou à raison. Mais en fait, il n'y a jamais de raison pour laquelle on devrait faire une fugue. Mais chaque fois que je pense à ces enfants, je me dis toujours, et ça c'est un vœu que j'ai fait au Seigneur, je me dis que avant que je ne quitte cette terre, je mettrai sur pied, je vais construire une maison d'encadrement pour les enfants vivant dans la rue. Avez-vous déjà pensé à vos enfants une fois que vous n'êtes pas sur terre? Bien sûr, je n'ai pas encore d'enfant biologique, mais pour moi, toute personne qui est dans un besoin, quand on parle vraiment des mineurs, pour moi, toute personne qui est dans un besoin, quand je regarde tous ces jeunes enfants, le soir quand je me couche, j'ai le temps de me dire qu'est-ce que j'ai nourri aujourd'hui. J'ai le temps de me dire, si c'est pas un enfant de la rue qui a été nourri, ça peut être quelqu'un, parfois on veut regarder seulement le, mais parfois à côté de nous, il y a quelqu'un qui a faim. Je me dis, qu'est-ce que j'ai nourri? Mais les enfants dans la rue, vivant dans la rue, ne m'échappent jamais de la tête. C'est-à-dire, je pense à eux quotidiennement. Je pense à eux à chaque fois qu'il y a des moments de fête. Noël, le Nouvel An et bien d'autres. En fait, les fêtes où les gens peuvent faire de l'euphorie, manger et boire. Moi, très souvent, qu'est-ce que je fais? C'est vrai, je peux être en famille, je peux être avec des amis, mais à un moment, le soir, à un moment, je me dis non, il faut que je aille également manger avec mes amis. Si un jour Steve Mbouyi était victime d'une agression barbare de la part des enfants vivant dans la rue, aura-t-il toujours l'amour de leur apporter de l'aide? Oui, et ça je le dis sans réfléchir. J'en ai déjà été victime, c'était peut-être pas corporel, c'était pas physique, mais on est allé quelque part par imprudence, on m'a chippé ce que j'avais, mon téléphone et voilà, je crois que c'était mon téléphone et mon portefeuille. C'était au niveau de limiter la 7e rue, mais je me suis pas arrêté là parce que je me suis dit si c'est bon, je commence à penser à ce qu'il y avait dans mon portefeuille, je risque de m'arrêter. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a continué à rigoler avec eux, à sourire avec eux et j'ai souffert de ça toute seule et je me suis dit, même pour répondre à votre question de manière directe, rien ne pourra m'empêcher de faire du bien à l'exception d'une chose, c'est la mort. Il s'appelle Steve Mbouyi, un bienfaiteur, un journaliste, celui qui a choisi la voie de l'aide humanitaire. Il a choisi d'aider ses semblables, ces enfants qui sont abandonnés, ces personnes qui se trouvent dans des cas les plus tragiques et les plus difficiles. Nous, on l'appelle l'ange des opprimés.
et c'était un plaisir vraiment de l'avoir sur ce plateau. Mais avant de nous quitter, j'aimerais vous présenter quelques photos qui vont se suivre justement. Il y a ces photos de Tombola, de friperies, parce que il y a une campagne que vous menez aussi pour porter assistance à tous ces enfants qui manquent d'habits, surtout en période, par exemple, de saison sèche, tout ça. Froid. Il y a aussi cette campagne que vous menez sur la distribution des buffets. Vous venez même de l'expliquer pour en faveur des vendeurs ambulants. J'aimerais un peu qu'on nous projette un peu ces images-là de Tombola, parce que c'est tellement important. D'où vous est venue l'idée d'acheter toutes ces friperies pour distribuer aux enfants de la rue, vivant dans la rue, bien sûr. Voilà. Un soir, j'étais allé partager un repas avec ces enfants au niveau de Sabena, comme on l'appelle. Et en leur donnant à manger, je me suis rendu compte que, en fait, j'avais parqué le véhicule et la nourriture était dans le coffre. Et on leur demandait de venir. Et certains n'arrivaient pas à avancer. Pourquoi? Parce que des grêlements, ils avaient froid et autres. Et là, j'ai compris qu'il y avait un problème. On peut leur donner à manger, mais ils sont dans des conditions climatiques qui est également un problème pour eux. Et c'est comme ça que ce soir-là, j'avais donc décidé de lancer une collecte de fonds. Pas seulement en termes d'argent, mais même aussi, j'avais demandé à ceux qui ont des vêtements chauds de pouvoir nous envoyer ça pour que nous puissions distribuer. Nous avons eu beaucoup d'habits, des vêtements chauds pour les plus petits, parce que c'était vraiment c'était eux notre cible. Excusez-moi, on a récolté des vêtements, mais on a récolté également de l'argent où nous avons acheté de la friperie. Et chaque soir, avec certains de mon équipe, on sillonnait au niveau du boulevard du 30 juin, même dans les quartiers comme Bayaka et autres, pour distribuer cela à ces jeunes gens qui avaient froid. Parce qu'évidemment, c'était pendant la saison sèche, vous le savez, il fait vraiment froid. Et des cas particuliers que nous avons, c'était les enfants qui se trouvent au niveau de Royal, juste au niveau de SK. Figurez-vous que ces jeunes gens, vous voyez juste les égouts, en fait les caniveaux, ils entrent à l'intérieur pour dormir. Wow. Le jour où j'étais là, j'ai eu très mal aux yeux, très mal au cœur. Et ce qu'on a fait, c'est quoi? C'est qu'on avait aussi acheté un ballon de draps. Ouais. Ce qui fait qu'on les a emmenés des draps pour que quand ils sont sous les caniveaux, qu'ils puissent également être quand même au chaud. Très bien. Il y a aussi cette campagne de buffet. Là, nous l'avons déjà abordée. J'aimerais qu'on puisse nous projeter une photo de vous. Laquelle? Une photo de Steve Mbouyi. Oh. Vraiment, c'est une zone très importante pour cette émission. Oui. Vous regardez Steve Mbouyi. Oui. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans Steve Mbouyi? Qu'est-ce que j'aime pas dans Steve Mbouyi? Qu'est-ce que j'aime pas dans Steve Mbouyi? Ce que j'aime pas dans Steve Mbouyi, alors je vais le dire comme ça, c'est l'entame de plusieurs projets qui n'ont pas abouti. Comme quoi, par exemple? Au départ, j'avais mis sur pied une très belle structure des femmes, qu'on appelle d'ailleurs femmes engagées. Malheureusement, c'était un merveilleux projet pour certaines raisons. J'ai dû arrêter ce projet parce que c'est vrai, c'était en même temps, j'étais sur beaucoup de choses, de point de vue professionnel. À l'époque aussi, beaucoup pris au niveau de mon église avec des engagements, des tâches et sur plusieurs autres choses, mais pour une raison plus particulière que je n'aimerais pas évoquer. Et donc, c'est ça. Ce que j'aime pas, entre autres, c'est ça. Mais aussi, ce que j'aime pas, c'est... alors, je sais pas si c'est ce que j'aime pas. Oui, je peux dire que j'aime pas. C'est pas un défaut, mais je fais facilement confiance aux gens. Je fais facilement confiance aux gens au point où... et ça commence un peu à m'exaspérer, quoi. Parce que, finalement, d'ailleurs, même récemment... Et souvent, vous êtes victime d'abus. Voilà, victime d'abus. D'ailleurs, récemment, j'en ai encore été victime au point où... voilà. Mes petits à moi m'ont dit, mais non, vieux, tu exagères, tu fais trop confiance facilement aux gens.
Je crois que c'est ce que j'aime pas chez moi. Il faut que j'apprenne un peu à... Le plus mauvais souvenir de Steve Mbouyi. Ouf, le plus mauvais souvenir de Steve Mbouyi. Le plus mauvais souvenir de Steve Mbouyi... Alors ça, pour moi, c'est un souvenir qui, jusqu'aujourd'hui, quand je pense, j'ai le cœur déchiré. Nous avions des problèmes au niveau de ma famille, la famille élargie. Ma maman étant malade, elle souffrait de la tension, elle était couchée. Alors je vais vous épargner les détails. Mais il se fait que le problème qui devait être réglé, ma mère étant très souffrante, allongée, moi j'étais là en train de la regarder parce que je veillais sur elle. Subitement, il y a quelqu'un qui était arrivé que nous attendions depuis longtemps. Elle est arrivée de manière subite. Et donc, il y a quelqu'un qui est entré dans la maison où nous étions qui a dit « Ah, X est venu ». Ma mère a dû se lever d'un bond, malgré sa maladie, parce qu'il fallait résoudre un problème. Malgré sa maladie, elle a dû se lever d'un bond. Et quand elle fait lever, l'expression de son visage et le cri qu'elle a poussé m'a fait fondre sur place. Pourquoi? Parce que ce problème devait être réglé en notre faveur. À l'époque, pour nous, ses enfants, elle devait nous protéger. Et c'est là que j'ai vu que une mère reste une mère. Et chaque fois que j'ai cette image être ressassée dans mon esprit, j'ai un mauvais souvenir parce que après ça avait causé beaucoup de problèmes où ma mère a été traitée de ce qu'elle a été traitée. Mais j'avais vu comment est-ce que ma mère se bond, le visage, l'expression faciale et le cri qu'elle avait lancé chaque fois que j'y pense, pris en même temps de colère, pris en même temps de... J'essaie de zapper ça de mon esprit. Est-ce que Steve Mbouyi pourrait aujourd'hui arrêter l'aide aux enfants vivant dans la rue ou aux personnes en cas de nécessité si il obtenait une grande responsabilité étatique? Par exemple, si aujourd'hui Steve Mbouyi devient ministre, directeur général, mandataire quelque part, ne va-t-il pas laisser cette passion-là d'aider les autres? Ce sera tout le contraire. Bien au contraire. Donc ce sera vraiment tout le contraire. Je vais continuer. C'est comme je l'ai dit, moi, il n'y a qu'une seule chose qui pourrait m'arrêter, c'est que le Seigneur décide de me reprendre le souffle de vie. Parce que, comme je l'ai dit, aider les gens, c'est une vocation, un appel au ministère auquel je réponds. Très bien. On va prendre cette photo et à chaque photo, je vais vous demander juste un avis sur les personnes que nous allons balancer sur le plateau. On va prendre la première photo. C'est mon coach, c'est mon mentor, c'est mon pasteur, c'est mon père spirituel. Voilà, donc je prie au niveau de l'église la compassion. J'ai de la compassion pour les pauvres. Vous savez, c'est un homme qui me challenge chaque jour. Être à ses pieds, ça nous fait du bien. Beaucoup d'amour pour lui. Pensez-vous que le pasteur Marcelo Tounassi est un bon serviteur de Dieu? Un bon serviteur de Dieu. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez, au début, il y avait deux pasteurs que je détestais à l'époque. Il y avait le pasteur Marcelo et le pasteur Vernon. Pourquoi? Parce que pour moi, chaque fois que je les écoutais, les rares fois où j'avais l'occasion d'écouter les petits pics de leur prédication, c'était à chaque fois le péché, sanctification. Alors je me disais... Comme si c'était des personnes venues d'une autre planète. Voilà, je me disais, mais ces gars, ils n'ont pas d'autre prédication, ils n'ont pas d'autre message. Et je les détestais parce que je savais la vie que je menais. Mais un jour, je suis allé écouter le pasteur Marcelo à l'église Parole du Salut à la Gombe. Et comme on le dit, quand tu as rendez-vous avec le Saint-Esprit, quand il te touche, il te touche. Je l'ai écouté. Et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, que le pasteur Marcelo disait les choses que je vivais, qui me touchaient. Et je refusais de les entendre parce que je voulais me conforter dans ce que je faisais. Et j'ai compris qu'il fallait que j'écoute un tel homme pour me blesser, pour me briser. Pour quitter ta zone de confort. Pour quitter ma zone de confort, exactement, pour que je vive une autre vie. Mais aujourd'hui, voilà où on en est avec mon pasteur, que j'aime beaucoup. Le pasteur Marcelo qui a perdu son épouse. Mais quel conseil donnerez-vous au pasteur
Marcelo Tounassi, après cette dure épreuve, pensez-vous qu'il est possible pour lui de refaire sa vie Oui, d'ailleurs. avec une autre femme? Oui, écoutez, d'ailleurs, vous savez, à un moment, on a été tous pris, pas à un moment, on est tous pris de compassion pour lui, avec ce qu'il a dû endurer. Mais figurez-vous qu'à un moment, il y a eu un changement de fréquence. C'est au contraire lui qui commençait maintenant à nous encourager parce que nous étions tellement tristes pour lui et il commençait vraiment à nous porter des conseils. Écoutez, aujourd'hui, c'est une épreuve qu'il a vécue et il est en train de se remettre parce que comme lui-même il le dit, il a compris que comme Paul dit, hein, je ne vis plus, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et comme Paul pouvait aussi dire, c'est-à-dire que nous ne vivons plus pour nous, nous vivons pour les autres. Très bien. Et il a compris cet appel au ministère et c'est comme ça qu'il aujourd'hui, tant bien que mal, il s'est surpassé, il a repris ses activités et tout est redevenu à un certain niveau au niveau de l'Église comme ça a toujours été nos cultes et autres. Et donc nous sommes heureux de voir comment est-ce qu'il évolue aujourd'hui malgré ce qui s'est passé. Nous signalons que le pasteur Marcelo va organiser dans le prochain jour une marche. Ce samedi d'ailleurs. Ce sera ce samedi, une marche pour la paix qui partira de l'échangeur de Limité. Oui, de Limité, en passant par Limité justement pour arriver jusqu'au niveau Palais du Peuple. du Palais du Peuple. Et comme on le dit, c'est une marche pour la paix. Ce n'est pas organisé au nom de l'Église de la Compassion. Ce n'est pas organisé au nom de quelconque parti politique. Voilà pourquoi on a dit d'ailleurs que lors de cette marche, il n'y aura aucun calicot, aucun drapeau des partis politiques. Il n'y aura qu'un seul drapeau, c'est celui de la RDC. Il n'y aura pas des chants des partis politiques. Il n'y aura pas un leader sur lequel sera focalisé les attentions. Ce n'est pas organisé par l'Église de la Compassion. Il n'y aura que la chanson de Papa Alain Moloto. Voilà, la chanson Alain Moloto, des cantiques spirituels d'encouragement, pour d'édification. Et donc, comme on l'a dit aussi, il n'y aura pas d'insultes, envers qui que ce soit, et même comme lui-même il a dit lors d'une émission, même le Rwanda qui ne sera pas, on ne devra même pas citer le nom du Rwanda pour l'annexer un peu comme on le fait. Donc c'est vraiment une marche pour la paix, donc c'est ce samedi. Très bien, on va prendre la prochaine photo rapidement. Un avis sur ce grand serviteur de Dieu. Avec qui j'ai travaillé pendant un moment également sur dans un magazine. Pain de vie. Pain de vie est un magazine, donc initiative de l'apôtre Roland Dallot, où j'ai vraiment fait partie de l'équipe rédactionnelle, où j'étais également journaliste, où on a eu à écrire plusieurs articles sur autres. Et c'est quelqu'un en fait qui aussi me challenge dans la manière de prêcher aussi. Oui, dans la manière de prêcher, dans la manière d'avoir un cœur aussi humble, malgré l'élévation, malgré tout ce qui se passe. J'étais très fier de travailler pendant un temps à Dallo Ministries, où j'ai été, et d'ailleurs, c'est très rare que je manque les activités qu'il organise de manière trimestrielle, avec le Fer et Guise le Fer, un très bon serviteur de Dieu également. Très bien. Prochaine photo. Le combattant de lutte. Carbone béni. Avec qui nous avons été récemment lorsque la ville de Goma a été prise. Nous avons eu à organiser une rencontre au niveau du Palais du Peuple. Nous avons réuni des personnes pour venir dénoncer l'agression dont est victime la RDC. Et d'ailleurs, même bien avant ça, à l'époque, sous l'ancien régime, nous étions très souvent sur terrain où il fallait dénoncer, on a eu organisé... Croyez-vous que c'est un jeune qui est épris de convictions, de nationalisme, de loyauté envers son pays? Oui. Et même envers ses compatriotes? Carbone est parmi... Est-ce que Carbone béni travaille vraiment pour l'intérêt du pays? Est-ce que son combat est nationaliste? Oui. Carbone béni est parmi les rares personnes, des mouvements citoyens qui ne se sont pas fait monnayer. Il a eu plusieurs opportunités, mais au nom du patriotisme, au nom de l'amour du pays, il a d'ailleurs fait de la prison. Au nom de l'amour du pays, au nom du patriotisme, au nom du nationalisme, au nom de ses convictions patriotiques, il a refusé certaines mains tendues. Et aujourd'hui encore, on le sent, on le voit dans ses actions, dans les plaidoyers qu'il fait à travers le monde, ce nationalisme et ce patriotisme. Oui.
On va prendre la dernière photo et puis on va passer à notre rubrique, le jugement dernier. D'accord. La dernière photo. On clôture avec ça. Lui, c'est mon poteau. Hmm. El Georges. Très El Georges, on s'est connu avec lui à l'église La Compassion. On organise ce qu'on appelle la DNC, découverte des nouveaux compositeurs que le pasteur a eu, où il y a des chantres qui viennent prester et on encourage, on fait une sélection qu'on fait, hein, un peu comme si vous voulez une compétition, et on encourage certains. Et lui, moi, je l'ai découvert là. Et c'est lui qui avait d'ailleurs gagné la toute première édition. Moi, je l'encourageais, je lui disais, El Georges, vas-y. Surtout, il y avait un de ces chants que j'aime beaucoup jusqu'à aujourd'hui, Volonté. Volonté. Voilà. J'ai dit, ça, c'est mon chant préféré. Et puis, depuis lors, on a développé des liens assez forts parce que même lorsque j'ai commencé mon ministère personnel avec les jeunes, il était parmi les premiers avec qui on a commencé aussi. Et aujourd'hui, avec El Georges, c'est vraiment mon poteau, mon moutou de dedans. Très bien, mesdames, messieurs, c'était un plaisir de recevoir sur ce plateau Steve Mbouyi, journaliste. Lui, il est un bienfaiteur. Mais bien avant de boucler cette émission, permettez-nous de faire passer Steve Mbouyi dans notre jugement dernier. Steve Mbouyi, je vais vous demander juste de prendre votre main droite, de poser sur le cœur. Ok. Voilà. Moi, je vais prononcer une phrase et votre réponse, ce ne sera que je jure. Soit vous jurez, soit vous ne jurez pas. Ah, la Bible interdit de jurer. Hein. Je comprends le concept. D'accord. C'est parti. Moi, Steve Mbouyi, je jure aider les enfants vivant dans la rue, les personnes en situation défavorable, gratuitement, sans attendre quelque chose en retour. Je le jure. Moi, Steve Mbouyi, je jure n'avoir jamais tiré ne fût-ce qu'un franc dans toutes les collectes des fonds destinés aux personnes défavorisées. Je le jure. Moi, Steve Mbouyi, je jure n'avoir jamais commis de l'impudicité. Je le jure. Vous jurez? Je le jure. Je le dis avec beaucoup de conviction. Moi, Steve Mbouyi, je jure être un homme sérieux et fidèle. Je le jure. Moi, Steve Mbouyi, je jure que cette année, qu'il pleuve, qu'il neige, je vais me marier. Elle est montée là. Alors, si je ne dois pas dire je le jure, qu'est-ce que je dois dire? Je ne jure pas. Moi, je le veux, mais après, il y a beaucoup de paramètres qui ne dépendent pas forcément de moi. Qui ne dépendent pas forcément de vous. Steve Mbouyi. Je promets me marier. Vous promettez de vous marier? Peut-être pas. En tout cas, non, je vous promets. Moi, Steve Mbouyi, c'est la dernière. Ouais. Je jure qu'un jour, je pourrai adopter l'un de ces enfants qui ont été toujours bénéficiaires de tout ce que je fais de bon. Je le jure, parce que je l'ai déjà fait en fait. Très bien. Émission est scellée. Steve Mbouyi, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Un mot à la fin envers tous ceux qui vous suivent en ce moment, tous ceux-là qui pensent que le travail que vous faites, parce que derrière votre travail, il y a aussi ceux-là qui abusent, ceux-là qui se servent des personnes défavorisées pour en rançonner, pour extorquer, pour escroquer les gens. Quel message pouvez-vous adresser à tous ceux-là qui ont reçu un message de vous pour porter assistance aux personnes démunies ou défavorisées? Alors moi, ce que je voudrais dire aux gens, c'est que, écoutez, nous, aujourd'hui, on a gagné en crédibilité parce que toutes les collectes de fonds que nous faisons, nous les étalons sur la place publique. Les étalons sur la place publique, même si aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de restrictions parce que ça nous a posé des problèmes. Certains ont toujours cru qu'on se fait de l'argent derrière le dos de ses enfants, mais le Seigneur connaît notre ferme volonté, notre foi dans ce que nous faisons. Ce que je voudrais dire aux gens, c'est que deux choses. Premièrement, il y a toujours une personne à aider autour de soi.
Les personnes à aider, généralement, on veut toujours voir seulement ceux qui sont dans la rue. Parfois, c'est quelqu'un qui est plus proche de vous. Parfois, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le besoin autour de vous. Et que faire du bien aux gens ne nécessite pas forcément de faire des tambours. Et là, j'aimerais répondre, si tu permets, Alain, Oui, allez-y. à une question que les gens ont toujours dit, mais pourquoi est-ce que vous étalez toujours sur la place publique ce que vous faites? Je vais vous dire une chose. En fait, le mécanisme avec lequel nous travaillons aujourd'hui, c'est que nous récoltons des fonds sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui nous envoient de l'argent de l'Haïti, il y a des gens qui nous envoient de la Suède, avec qui nous n'avons aucun lien, mais qui voient seulement ce que nous faisons et comment, dans le sérieux avec lequel nous travaillons, qui nous envoient de l'argent. Donc, si parfois nous mettons certains cas sur la place publique, c'est un devoir de redevabilité de savoir que vous nous avez envoyé de l'argent, voici ce que nous avons fait avec cet argent. Et la dernière chose, c'est que cette année encore, on va encore, d'ailleurs même, il y a des cas que nous ne mettons pas sur la place publique, mais que nous prenons en charge. Comme en ce moment, nous avons 6 cas, mais que nous n'avons pas mis sur la place publique. Pourquoi? Parce que nous avons des partenaires qui savent donner 1 franc, qui savent donner 2 francs. On ne les met pas sur la place publique. Donc faites-nous confiance. Ce que nous faisons, nous répondons à un appel ministériel, nous répondons à l'appel de Dieu et qui est pour le bien de l'humanité, de notre communauté. Voilà. Le bien-être universel, c'est de vivre pour les autres. Mesdames, Messieurs, c'était un plaisir de recevoir sur ce plateau Steve Mbouyi, qui est à la fois journaliste, mais aussi bienfaiteur. Nous l'appelons l'ange des opprimés. Merci Steve Mbouyi d'avoir répondu. Merci cher Alain, merci à toi également. Merci à vous d'avoir suivi ce programme. Rendez-vous dans le prochain numéro avec un nouvel invité qui nous fera encore plaisir. Prenez bien soin de vous.